besoin d'un côté de la stabilité politique, donc la sécurité dans les campagnes, il n'y a pas de contestation dans les villes, c'est très dangereux, etc. Et de l'autre côté, il a besoin d'un minimum de performance économique pour acheter la paix sociale. Donc, le Mkhazan, il est dans cette logique-là. Il faut d'un côté, il ne faut pas que la contestation se propage, et de l'autre côté, il faut un minimum de croissance, un minimum de redistribution des miettes aux différentes catégories de la société, pour que lui continue à s'accaparer la grosse partie du gâteau. Donc, n'importe quel système autoritaire ou régime autoritaire a besoin de cette stabilité pour continuer à exister. Donc Fatima ? Avec ce qui s'est passé en fait dans les autres pays de la région, justement, l'année dernière, forcément les Marocains ont aussi en fait sont sortis dans la rue pour réclamer justice sociale, dignité et démocratie, et surtout pour contester l'Hugura. L'Hugura, c'est l'humiliation en fait du peuple marocain, et dont le peuple marocain est victime tous les jours. J'ai envie de dire que c'est la devise en fait au Maroc. Le citoyen déjà qui n'est pas considéré comme citoyen, qui est un sujet, n'a aucun droit. Et bien évidemment, le régime avait l'habitude d'avoir des citoyens qu'on réprime tout le temps, qu'on torture. On a parlé de la peur, mais c'est tout à fait normal. Moi, en tant que Marocaine, j'ai été élevée dans cet état d'esprit. Il faut rien dire. En fait, on a un proverbe qui dit en fait c'est énorme en fait ce qu'on nous apprend, c'est-à-dire, déjà j'explique rapidement, fais comme tout le monde et voilà, et tu vas subir toi aussi le même sort en fait. C'est-à-dire, il faut jamais critiquer, il faut jamais sortir du lot, et tant que les Marocains bien évidemment sont formatés à travers l'éducation, la culture en fait de soumission qu'on nous inculque, et surtout on n'a pas cette culture de droit. Le Marocain n'est pas conscient qu'il a des droits, que l'État en fait, il doit vraiment assurer un certain nombre de services. Au contraire, à chaque fois qu'on va, par exemple, demander un extrait d'acte de naissance, il faut absolument qu'on paye. Et ensuite, on peut s'incliner devant la personne avec le vent de liberté, de protestation, en fait, dans les autres pays. Ce régime a peur que la donne change. Et j'ai envie de dire, je suis heureuse parce que ça a changé. Les gens, ils commencent actuellement même dans les coins les plus reculés à protester, à réclamer leurs droits. Et bon, voilà, c'est aussi, au moins, c'est un acquis du 20 février jusqu'à présent. Tiens, la Benjamine de l'émission, donc c'est la plus jeune. Ce qui est surprenant, en fait, c'est que on pense en fait qu'on en avait fini en fait avec ce que Fatima et Awaté finalement ont dit. Mais là, on a donc la jeune génération finalement qui retrouve en fait les mêmes réflexes de répression. Oui, malheureusement, comme Mkhazan dit, on est dans la nouvelle ère. Oui, voilà, c'est ça qui est surprenant. Oui, mais malheureusement, les pratiques du zan et de plomb sont toujours présentes au Maroc. Comme a dit Fatima, on était élevés pour toujours dire d'accord que l'Amzine, on bise la main, on dit vive le roi et tout va bien. Donc avec le 20 février, un élan de liberté, avec le printemps arabe, la jeunesse dit non, on ne va pas se taire, on va réclamer nos droits, on va les arracher, on a le droit de critiquer, de dire ce qu'on pense. Donc, et c'est ça qui fait peur en prison. Et c'est pour ça qu'il veut ne faire taire. Donc le 20 février, au fait, Siam, si j'ai bien compris, rappelons quand même, le 20 février, donc c'est un mouvement politique qui est né du printemps arabe, c'est ça? Tout à fait. Et est-ce qu'il est encore actif au Maroc? Parce qu'ils ont été victimes, peut-être Siam ou quelqu'un d'autre qui pourrait peut-être nous dire, est-ce que c'est un mouvement qui est vraiment encore dynamique, ou alors est-ce que la vague de répression qui s'est abattue sur certains de ses membres dans certaines villes marocaines l'a un peu freiné son élan? Le mouvement existe toujours, bien sûr. Enfin, je veux dire, l'élan est toujours là. Le mouvement 20 février s'est installé dans l'esprit des Marocains. Donc, c'est ce besoin, et donc, comme mes camarades le disaient tout à l'heure, de revendiquer ses droits. Enfin, je veux dire, ça n'existait pas tout simplement avant. Enfin, je veux dire, on le savait, mais on l'acceptait. Aujourd'hui, voilà, de plus en plus de gens sortent aujourd'hui et revendiquent leurs droits. Et ça, c'est une partie grâce au mouvement 20 février. Il y a une bonne partie de Marocains aujourd'hui qui n'ont plus peur et qui veulent arracher leurs droits. Et
nous faisons partie et on sera là pour eux aussi. Dans un instant, on se retrouvera pour parler justement de la société marocaine d'aujourd'hui, 2012, de la situation économique, du système éducatif marocain, et bien sûr à toutes les cibles qui sont visées par les revendications de l'association Nôtre, avec cette chanson de Bob Marley. Donc ça date déjà. Get Up, Stand Up, pour parler un bon traduction de Nôtre. Exactement. Non, en anglais. Voilà. À tout de suite. Bob Marley. Merci. Get up, stand up for your right. Get up, stand up for your right. 20h51 sur Arc-en-Ciel, avec cette question donc à nos amis de l'association Nôtre, toujours sur la situation politique au Maroc avant de parler de l'économie. Qu'en est-il de ces élections de novembre en fait, qui ont été tellement saluées partout, surtout en France et dans les pays de l'Union européenne? Qu'en est-il de ces élections? Alors les élections, j'ai envie de dire encore une fois une bonne question. Est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, sûrement, à ceux qui l'ont mis en place. Est-ce que ça a changé le champ politique au Maroc? Honnêtement, d'ici et des retours qu'on a des gens sur place, pas beaucoup de changements, des retouches, un peu de populisme, de la provoque, mais sans grand changement, sans changement de fond. Alors les élections législatives, ils ont vu voir arriver au gouvernement donc les islamistes du PGD. Et sans les circonstances du printemps arabe et du mouvement février, ils seront jamais arrivés là. Maintenant, est-ce qu'ils ont le pouvoir? Moi, je pense pas. Ils ont le gouvernement, ils n'ont pas le pouvoir. Tout le monde sait qu'il y a un gouvernement d'ombre qui évolue aujourd'hui au Maroc et qui prend les réelles décisions, les vraies. On les connaît tous par ministère. Et c'est un secret par personne. Donc voilà. Pour moi, ça n'a rien changé. Enfin, ça n'a rien changé d'important. Oui. Mais avant de parler des élections, moi je veux revenir sur le référendum qui s'est passé juste avant ces élections, après le discours du... Oui, pour la Constitution, bien sûr. Oui, tout à fait. En fait, c'est là vraiment le référendum, c'était une mascarade. D'ailleurs, je rappelle que le mouvement 20 février avait boycotté ce référendum, et les élections aussi d'ailleurs. Donc ce référendum, c'était vraiment... la manière dont ça s'est déroulé, que ce soit la préparation du projet constitutionnel, que ce soit c'est-à-dire le référendum en soi, le temps d'antenne qui a été donné aux partisans de oui, qui était vraiment inégal par rapport. Il n'y avait pas, c'est-à-dire les gens qui appelaient à boycotter ou à dire non au référendum, on leur a pas donné la possibilité de s'exprimer et aussi donc la campagne elle était vraiment on utilisait plus une propagande qu'une campagne d'ailleurs. Ouais, c'est plus une propagande. Donc, on utilisait les moyens de l'État pour le oui. Il y avait même les imams qui ont été le prêche du vendredi, ils ont prêché ils ont appelé les Marocains à dire oui au référendum. Donc, à partir de là, est-ce que les élections qui sont issues après d'un tel référendum, transparentes, même si ce sont des élections transparentes, on se pose la question, est-ce qu'il y a une vraie volonté d'instaurer une démocratie au Maroc? Moi, je pense que non. D'autant plus que beaucoup de membres du 20 février, en fait, ont considéré en fait que la nouvelle constitution n'était pas spécialement différente de l'ancienne. Ce n'est pas seulement les gens du mouvement du 20 février. Si on fait une comparaison simple, n'importe qui comparer l'ancienne à la constitution à la nouvelle se rendra compte que en fait ça n'a pas du tout inauguré une ère où il y a une séparation des trois pouvoirs comme dans n'importe quelle démocratie, mais elle a consacré les mêmes pouvoirs dans une seule main, et à partir de là, on ne peut pas parler d'indépendance de la justice, on ne peut pas parler de pouvoir du Parlement, on ne peut pas parler de l'exécutif. On peut dire qu'effectivement, le gouvernement, il fait qu'exécuter, mais il ne prend aucune décision. Par rapport à ce qu'a dit Awatef, je suis d'accord que la nouvelle ancienne constitution, comme je l'appelle, n'a rien apporté vraiment par rapport à l'ancienne constitution, parce que, comme il a dit, les principaux pouvoirs sont toujours aux mains du roi indirectement.
puisque c'est lui qui nomme le Premier ministre, c'est lui qui préside le Conseil des ministres, c'est lui qui est le chef suprême des forces des armées royales. Oui, parce qu'il n'y a pas de ministre de la Défense, je crois. Au Maroc, il n'y a pas de ministre de la Défense. Non, depuis le coup d'État à Hassan II à l'époque. Donc c'est lui, c'est ça, donc poursuivait, donc c'est lui le chef des armées, c'est ça? Pareil pour la justice. Oui, c'est lui qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, et le Conseil supérieur de l'enseignement et le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan. Donc on voit qu'il est indirectement celui qui contrôle tout, quoi. Ça signifie qu'en fait que le nouveau gouvernement, malgré tout ce qui a été dit autour de cette nouvelle équipe inédite, parce que vous avez parlé d'islamistes tout à l'heure, finalement ils sont là que pour une fonction symbolique comme celle de la reine d'Angleterre, en fait, en Angleterre. Tout à fait. Enfin, pour moi, c'est des, si vous permettez, et je passerai la parole après à ma collègue. Oui, c'est des hauts fonctionnaires. C'est des les membres, les ministres qu'on a aujourd'hui au gouvernement, c'est des hauts fonctionnaires, c'est-à-dire des personnes effectivement qui sont chargées d'exécuter des tâches assez, je veux dire, critiques, mais c'est de l'exécution. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas de décision à prendre. Et vous parliez tout à l'heure de la Constitution, c'est très important. Moi, j'ai envie de revenir juste 2 secondes là-dessus pour dire que, sans rentrer dans le détail et pour que les Marocains comprennent bien les choses, cette constitution ne garantit pas la démocratie au Maroc. Je veux dire, il y a eu des petites évolutions, des pouvoirs qu'on a donnés au chef de gouvernement et qu'on lui a enlevé ailleurs sur un autre article. Mais dans le fond, il n'y a pas une démocratie. Ce que je veux dire par démocratie, c'est qu'il n'y a pas un équilibre au sommet du pouvoir. Tout en haut, il n'y a pas d'équilibre de pouvoir, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Et là, une petite Et là, juste pour revenir un peu sur l'histoire rapidement, et je m'étalerai pas beaucoup là-dessus, c'est que j'ai envie de dire aux Marocains, ils le savent pas. J'ai envie de leur dire que le Maroc, elle était, il y a un siècle déjà, sur certains aspects, bien plus démocratique qu'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, avant l'occupation, la colonisation, au Maroc, tout le monde le sait, il y avait un sultan. Ce sultan, il pouvait être destitué. Il y avait une institution qui s'appelait l'institution des ulama qui pouvait destituer. Et c'est arrivé pas mal de fois au Maroc. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, on vit un déséquilibre du pouvoir, un pouvoir absolu, mais maquillé, reloqué, avec des institutions de façade. Mais le fond, c'est qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir, il n'y a pas d'équilibre. Juste avant de laisser la parole à Fatima, sachez quand même que ce que Adi vient de dire, en fait, c'est que le Maroc, en fait, historiquement, a connu le passage d'une monarchie féodale à une monarchie absolutiste, au lieu de passer à une monarchie constitutionnelle. Oui, Fatima. Exactement. Alors, j'ai envie de dire que par rapport au PJD, justement, son rôle, pour moi en tout cas, il était là en fait. On a fait gagner les élections parce que moi, je peux pas dire que les élections au Maroc étaient transparentes. Il y a eu pas mal de fraudes en fait qui ont été identifiées par les gens du 20 février en fait sur place. Moi-même, comme Siam l'a rappelé, on m'a fait voter ainsi que ma famille alors que je boycottais, j'ai appelé au boycott de la Constitution et bien évidemment des élections qui en découlent. L'objectif, c'était d'utiliser ce parti soi-disant islamiste qui a quand même la compassion du peuple marocain et qui n'a jamais gouverné, comme ça a été le cas en fait pendant les années 70 avec le SFP, pour absorber la colère des Marocains, mais aussi pour prolonger justement et assurer la survie du régime. Et donc on le voit très bien, Ben Keren, le Premier ministre en fait, d'avant les élections et d'après les élections, n'est plus le même, le discours n'est plus le même. Donc on a vendu un rêve qu'on savait très bien irréalisable aux Marocains, donc c'était hypocrite de leur part. Ils ont vendu en gros la démocratie, plus de démocratie, plus de justice sociale, et même maintenant, la veille, en fait, le lendemain de leur élection, des élections, on a vu tout de suite les déclarations des responsables de ce parti qui disaient finalement qu'ils n'avaient pas beaucoup de pouvoir, et même Ben Keren texto a dit que personne ne pourra gouverner au Maroc contre la volonté du roi, et même si c'était possible, ce ne serait pas Ben Keren. Donc on voit très bien que la donne politique est toujours la même et rien n'a changé.
Alors, passons tout de suite donc à la situation économique, au fait, parce que il y a une légende, parce qu'on entretient une légende sur la stabilité politique au Maroc